On plonge directement dans notre décryptage d'aujourd'hui parce que l'économie française de 2026, elle nous offre un paradoxe complètement dingue. Sur le papier, les indicateurs montrent qu'il y a de la croissance. Un tout petit peu certes, mais de la croissance quand même. Et pourtant, sur le terrain, dans les usines, au supermarché, on a tous cette sensation tenace de vivre une véritable récession. Alors comment c'est possible d'avancer techniquement tout en ayant l'impression de faire marche arrière? C'est exactement ce qu'on va démêler ensemble en regardant les tout derniers chiffres. Au menu cette analyse, on va d'abord parler de cette croissance complètement atone, puis du choc énergétique qui a tout déclenché, de la prudence des consommateurs, de ce qu'on appelle la demande anticipée couplée à l'IA. On va décoder ensemble la fameuse FBCF et on finira sur le choc entre les secteurs en crise et ceux qui explosent. Allez, première étape, regardons de plus près cette croissance au ralenti, et surtout le gouffre entre ce qu'on espérait et la réalité. Ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est l'écart monumental entre l'optimisme du début d'année et la réalité brutale des chiffres actuels. En gros, les prévisionnistes se sont pris un mur. L'INSEE a dû revoir sa copie à la baisse, avec une croissance trimestrielle de seulement 0,2% pour le début d'année. 0,2%, c'est littéralement l'encéphalogramme plat pour la production de biens et services. La Banque de France, elle, ne table plus que sur un petit 0,9% pour toute l'année. En fait, on a une croissance tellement faible, tellement ralentie, qu'elle s'assimile dans les faits à une vraie récession. Le moteur tourne, mais la voiture n'avance plus. Et qu'est-ce qui a provoqué ce coup de frein monumental? On passe à la suite, le choc énergétique. L'explication, c'est un effet domino géopolitique assez classique, mais redoutable. Tout s'emballe fin février 2026. Frappe au Moyen-Orient, puis blocage partiel du détroit d'Ormuz. Le résultat sur les marchés européens ne se fait pas attendre. Bam! Les prix du gaz naturel bondissent de 45% en un mois. Et vous le savez, quand le gaz flambe, l'électricité et les carburants suivent la cadence. En avril, on se retrouve avec une inflation énergétique de 14,2%. Le gazole, le fioul, tout a explosé. Mais attention, et c'est un point absolument crucial, ce n'est pas une inflation généralisée. L'inflation globale est à 2,2%, d'accord? Mais si on regarde l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire si on enlève l'énergie et l'alimentation qui jouent au yo-yo, elle reste super sage, entre 1,0 et 1,3%. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça prouve que c'est une inflation purement importée. C'est pas notre économie qui est en surchauffe, c'est juste la géopolitique qui vient plomber notre facture énergétique. Du coup, avec cette inflation importée, le comportement des gens change radicalement. Voyons ce fameux paradoxe de l'épargne. Face à ce stress financier, le réflexe des ménages est éméda. On met de l'argent de côté. Et pas qu'un peu. 17,4%, c'est le taux d'épargne des ménages français en 2026. C'est un chiffre astronomique. Pour vous donner une idée, ça représente une épargne totale de plus de 600 milliards d'euros. Les gens ont peur de l'avenir, alors ils gèlent leurs dépenses. Le problème, c'est que cette prudence individuelle, complètement compréhensible d'ailleurs, elle étouffe la consommation et freine toute l'économie à grande échelle. Et quand on regarde de près le budget mensuel, on comprend vite pourquoi. Aujourd'hui, 22% des dépenses des ménages partent uniquement dans l'alimentation. C'est énorme. Historiquement, cette part diminuait depuis les années 60, mais là, elle a rebondi, s'est stabilisée à un niveau hyper élevé. Forcément, quand la nourriture grignote un quart de vos revenus, on coupe dans tout le reste, les loisirs, les vêtements, les achats non essentiels. Et cette restriction, elle touche tout le monde, même si c'est pas de la même manière. Les classes ouvrières prennent le choc de plein fouet, avec une part du budget alimentaire qui explose. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'absolument tout le monde change de mode de consommation. Par exemple, on note une baisse nette de 2% de la consommation de viande, y compris chez les ménagers aisés. C'est une vraie restructuration de nos habitudes de vie sous la pression de l'inflation. Et cette frilosité dans les supermarchés, croyez-moi, elle remonte direct jusqu'aux sièges sociaux des entreprises. C'est là qu'on retrouve le bon vieux John Maynard Keynes. Keynes expliquait un truc très simple, les entreprises n'investissent pas en fonction d'aujourd'hui, mais en fonction de la demande qu'elles anticipent pour demain. Et vu la prudence des consommateurs en ce moment, le mot d'ordre pour 2026 et 2027, c'est un pessimisme généralisé. Les carnets de commandes sont flous, donc les entreprises gèlent les embauches et serrent la vis. Alors comment on gère quand on ne sait pas ce que les gens vont acheter? On s'adapte technologique. 65% des entreprises européennes ont mis en place des stratégies de survie basées sur l'intelligence artificielle. Elles utilisent des modèles hybrides, des trucs qu'on appelle mix and match, qui mélangent les bonnes vieilles statistiques avec la puissance de prédiction de l'IA. Le but, c'est d'être le plus chirurgical possible pour éviter les stocks qui dorment. Et pour certains, ça marche du tonnerre. C'est l'exception dans ce climat pessimiste. Amazon, par exemple, a boosté la précision de ses prévisions de 30% sur les produits saisonniers grâce à ses modèles hybrides. Carrefour, de son côté, a réussi à faire chuter ses ruptures de stock de 12%. Dans une mer d'incertitude économique, l'IA est littéralement devenue leur bouée de sauvetage. Mais au-delà de ces exceptions technologiques, regardons l'image globale de l'investissement. C'est le moment de décoder la FBCF.
La FBCF, ou Formation brute de capital fixe, c'est un acronyme barbare mais hyper utile. En gros, c'est le thermomètre officiel de l'INSEE pour mesurer les investissements des entreprises. Qu'il s'agisse d'acheter une nouvelle machine, de construire un entrepôt ou de développer un nouveau logiciel utilisé pendant plus d'un an, ça rentre dans la FBCF. Si la FBCF baisse, ça veut dire que les entreprises flippent et refusent de parier sur l'avenir. Et bingo, au premier trimestre 2026, l'investissement recule nettement. Mais attention, la chute n'est pas uniforme. La construction se prend un mur à moins 1,3% et le secteur énergie et déchets est à moins 8,8%. À l'inverse, l'informatique et les services sont en pleine croissance dynamique. On a un investissement global qui plonge, tiré vers le bas par les secteurs lourds, pendant que la tech continue sa course. Ce qui nous amène directement à notre dernière partie, une économie complètement divisée entre crise profonde et secteur porteur. D'un côté, on a des crises brutales, comme dans l'agriculture. Souvenez-vous de l'inflation énergétique de 14,2%. La FNSEA tire la sonnette d'alarme parce que l'explosion du prix du gaz, des engrais et du carburant étrangle les agriculteurs. Cette crise énergétique, très récente, a d'ailleurs provoqué l'ouverture en urgence de négociations avec les partenaires sociaux pour revoir les prix, tout ça en plein milieu des discussions ultra tendues sur la PAC, la politique agricole commune. Et de l'autre côté, c'est presque l'euphorie dans certains secteurs qui attirent un max de capitaux. Le groupe Urgo met 150 millions sur la table et crée 400 emplois en France. Le bâtiment durable cartonne grâce aux nouvelles normes écologiques. La Silver Economy, tout ce qui touche à la santé des seniors, est en plein boom. Sans oublier le plan France 2030 qui balance 2 milliards d'euros juste pour booster l'IA dans la logistique. C'est le grand écart total. Bref, le vrai visage de 2026, c'est cette collision frontale. D'une part, on a une demande intérieure désespérément atone, des Français qui épargnent au lieu de consommer, ce qui entraîne une vraie baisse de la productivité globale. Et d'autre part, on a ces îlots de prospérité, ces investissements massifs dans les technologies vertes et l'IA, qui sont les seuls vrais moteurs de gains de productivité aujourd'hui. Ce qui nous laisse avec la question à 1 million d'euros. Est-ce que ces super investissements ciblés dans l'IA et le vert seront assez puissants pour réveiller notre demande intérieure et nous sortir de cette fameuse récession cachée? Ou est-ce que cette épargne record va nous clouer au sol encore longtemps? C'est tout l'enjeu des prochains mois. Gardez bien l'œil sur ces indicateurs car ils vont définir notre quotidien. Merci d'avoir suivi ce décryptage, on se retrouve très vite pour une prochaine analyse.